Ça fait un bail que je vois des défis du style faire des tonnes de vues sur YouTube. Et je me suis dit, pourquoi pas moi? Et on va arrêter tout de suite avec l'hypocrisie. Les mecs qui font ça, c'est exactement pour la raison que je viens de te citer. Qu'on te le vende comme « j'ai voulu me tester » ou je sais pas quoi du style pour que la pilule passe tranquille, ça me fait bien marrer. Un peu comme tous les types qui te disent « je te donne mon e-book gratuitement, à condition que tu me laisses ton adresse mail, ton numéro de téléphone, ton numéro fiscal, ton numéro de sécurité sociale, le numéro de ta copine et les petits granolas là qu'il y a aussi sur la table de chevet. » Hey, l'influenceur GoMuscu, tu veux vraiment tester les limites de tes capacités? Je peux te fournir l'adresse d'un très bon psy qui fait des tests de QI. Bref, je m'égare, reprenons plus sereinement. Voici les conditions que je m'étais imposées. 500 tractions et 500 pompes à réaliser dans le temps que je voudrais sur une journée, bien évidemment. Et puis je l'ai fait, voilà, fin de vidéo. Eh non, j'ai fait le gag éclaté de tous les créateurs de contenu qui se croient drôles. Je précise que c'est au moins la 3e fois que je le fais sur la chaîne, donc oui, je me moque de moi aussi quand je dis ça. Un salut tout particulier à la team premier degré qui va encore me dire « Je déteste Geek & Fit, il est trop hautain et en plus, il a la grosse tête, pouce rouge, des abos. » Ah, je fais pas de muscu. Bon, eh ben on va bien voir ça aujourd'hui. D'ailleurs, l'idée c'est pas simplement de te montrer le défi, hein. C'est aussi de t'expliquer la science qu'il y a derrière. Que veux-tu, on ne se refait pas. À quoi ça sert de faire ça? Est-ce qu'une fois, de temps en temps, dans ton entraînement, ça peut avoir sa place? Et avant que les mêmes mecs au cerveau atrophié viennent me saouler en commentaire, je précise tout de suite, je ne voulais pas faire de mouvements ultra propres ou comme un vrai bonhomme. Parce que de 1, j'ai rien à me prouver, je suis pas en manque d'estime de moi au point d'avoir besoin de me faire sucer le par les gens, la forme est plus importante que tout. Et de 2, l'idée c'était de mettre une certaine quantité d'effort là-dedans. Je vais m'expliquer parce que c'est peut-être pas clair. C'est pas parce que je fais pas les mouvements les plus jolis du monde ou que j'ai décidé de m'aider avec des élastiques, mes pieds parfois, que ça a diminué mes efforts. Oui, j'ai exercé moins de force. J'étais plus fatigué, mais ça n'en était pas moins difficile pour autant. Et croyez pas non plus que j'ai choisi cette combinaison d'exercices par hasard, tout était calculé. Mais ça, tu vas l'apprendre au fur et à mesure de la vidéo. Tu veux apprendre l'anatomie et en même temps décorer fièrement ton salon? Ça tombe bien, j'ai lancé les posters L'anatomie des guerriers pour ton plus grand plaisir. Tous les muscles superficiels détaillés et répertoriés. Et par-dessus le marché, pour accompagner ça, j'ai aussi lancé une formation afin de t'en servir au mieux. Plus de 4 heures de vidéo, un document de 200 pages bourré de schémas biomécaniques et d'exercices optimaux, ainsi qu'une autorisation de réutiliser les 10 schémas gratuitement dans tous tes projets. T'attends quoi? Tous les liens sont disponibles en description. Bienvenue sur Geek & Fit. L'objectif de cette chaîne autour du sport est simple. Remettre l'individu, c'est-à-dire toi qui regardes la vidéo, au centre des priorités. Formulé autrement, mon objectif c'est que tu progresses. Pas de méthode miracle, magique, pas de bullshit. Je te donne mes sources et je te dis quand j'en ai pas. Je vais peut-être utiliser des mots compliqués, je vais sans doute avoir l'air condescendant, que ce soit à cause de ça ou d'autres choses, mais ne t'y trompe pas, c'est tout simplement parce que je vais t'expliquer les choses sans pour autant te prendre pour un ou une idiote. Pour progresser, il y a 2 solutions, qu'on t'apporte quelque chose de positif ou qu'on te retire quelque chose de négatif. Aujourd'hui, on va clairement s'orienter dans les 2 options à la fois. Comment arriver à faire ce genre de truc au mieux? J'ai fait 9 sessions, séparées au minimum d'une vingtaine de minutes et au max d'à peu près 40-45. Chacune de ces sessions consistait à faire en 8 minutes, à peu près 7 tractions et 7 pompes par minute. En 8 minutes, je réalisais donc 56 tractions et 56 pompes, ce qui m'a au total donné 504 tractions et 504 pompes. En vrai, au départ, je m'étais dit, ouais bon ça va, je vais faire ça en 1h30 et ce sera plié. Donc l'idée, c'était de tenir ce rythme de croisière pendant ce temps. Et puis la réalité m'a attrapé par le callback et m'a retourné comme une petite crêpe. Je me suis donc replié vers la solution que je t'ai expliquée. Et c'est la première chose que je te conseillerais d'un point de vue ultra pratique. Si tu as une tâche colossale à réaliser, que ce soit en sport ou même ailleurs, alors je te conseille vivement de la diviser en plusieurs petites tâches beaucoup plus faciles. Ça semble ultra idiot et bateau, mais tu vois, moi je le savais pertinemment et ça m'a pas empêché de me surestimer. Hésite pas non plus à corriger le tir. Le plus important, ça n'est pas de ne jamais se tromper, c'est plutôt de savoir reconnaître quand on a fait des erreurs pour ne plus les répéter. Bon, faut savoir, en tant que mec qui bosse un minimum, et pas qui vous fait croire qu'il bosse. Big up à tous les frérots youtubeurs qui se reconnaîtront. Attention grenade! À la fois pour mes clients en coaching, mais aussi pour faire les vidéos et m'instruire au maximum pour que les vidéos soient de qualité, que j'avais pas genre 6 heures à rien foutre et regarder par exemple des animés ou des séries
entre mes séries de travail. Donc j'ai bossé quoi. Tu me crois pas, c'est le pire mélange possible. En somme, lire entre les séries, ça a mobilisé mon attention mentalement. Forcément, je lis pas des petits bouquins sympatoches avec plein de gros dessins dedans. En ce moment, par exemple, je me tape Adaptations in Sports Training. Donc je te montre, vite fait, comme ça. Voilà. Un bon petit livre avec bien de l'anglais bien technique. Il fait plaisir. Plus de 300 références par chapitre quand même. Mais te précipite pas dessus, il est vieux, donc pas le plus à jour, et il est un peu cher aussi. Moi je l'ai eu exceptionnellement grâce en fait à un déstockage de librairie d'une université à Londres. Et ça m'a coûté 30 balles, mais là en ce moment on le trouve plutôt à 100, 120. On pourrait pas dire que c'est un livre qui te tient par la main. Non, si on voulait une métaphore, je dirais plutôt qu'il t'attrape par les parties génitales et qu'il te traîne sur un sol de papier de verre. Et tu sais quoi? C'est documenté dans la littérature scientifique et c'est assez fascinant. Effectivement, faire une activité coûteuse mentalement va faire baisser tes perfs derrière. On pense que c'est dû à l'accumulation de molécules inflammatoires créées par le travail, genre interleukine 6, qui provoque une sensation de fatigue. Le truc, c'est que comme c'est ton cerveau qui gère aussi la perception de ton effort, et que cette sensation de fatigue rentre dans les paramètres, tu vas pouvoir aller moins loin que si tu étais frais. L'inverse est aussi vrai d'ailleurs, comme l'exercice intense crée ces mêmes interleukines qui passent la barrière hémato-encéphalique, c'est plus dur de se concentrer juste derrière un effort violent. Bref, c'était le mauvais combo, comme je te l'ai déjà dit. Et te crois pas protégé parce que t'es juste sur ton portable. Un papier récent, dont j'ai fait, il me semble, la revue informelle dans l'espace membre, disponible pour à peine 2 € par mois, déjà plus de 300 études scientifiques résumées. Bref, ce papier a montré des mécanismes similaires avec l'utilisation de smartphones, de réseaux sociaux et l'accumulation de fatigue mentale qui pourrait contrevenir aux performances derrière. Une bonne raison pour conseiller à Jean-Michel, je squatte les machines en étant sur mon portable entre mes séries, de bien vouloir migrer et te laisser faire les tiennes tranquilles. Un autre truc à prendre en compte si tu dois faire ce type d'effort sur la durée, c'est d'éviter d'avoir faim. Pourquoi? Parce que de plus en plus d'études arrivent sur le sujet et elles sont relativement unanimes. Plus encore que l'état de nos réserves en glycogène qui ont tendance à se refaire par elles-mêmes grâce à la dynamique du lactate, à condition de ne pas être un fanatique de la diète cétogène, c'est bien à quel point on a faim ou non qui semblerait être un critère déterminant de l'amélioration ou la détérioration de nos performances subséquentes. Je vais pas te recommander un shaker après chaque mini-série, à la Rich Piana dans son 8-hour workout, mais moi je me suis pris 2-3 fruits et un shaker de Green Whey bien chargé au milieu de l'entraînement. L'avantage, c'est que c'est pas trop lourd pour pas te filer la gerbe et en même temps ça te tient et ça t'apporte des protéines qui vont naturellement être intéressantes pour stimuler la synthèse musculaire après l'entraînement. Pourquoi des tractions et des pompes? Quand j'ai dit à mon meilleur pote que j'avais fait ça, il a ouvert grand ses yeux et il m'a dit mettez un barbeau. Et puis il a ajouté Encore 500 pompes. Ça va, mais 500 tractions, c'est hardcore. Et il avait parfaitement raison. L'idée derrière ça, c'était de prendre un exercice que je savais bien plus facile que l'autre. Accroche-toi 2 secondes, on va parler du critical power et de l'échec musculaire. Prenons un exercice simple, la marche. On est d'accord qu'on peut tous ou presque marcher de façon quasi infinie sans être arrêté par la fatigue. Je veux dire, perso, quand je vais visiter une ville, j'ai bien souvent mal aux pieds avant de me sentir essoufflé ou de ne plus avoir de force dans mes jambes. A l'inverse, on a encore une fois quasi tous déjà sprinté dans notre vie. Et courir à sa vitesse maximale, même Usain Bolt, il a du mal pendant plus de 10 secondes. Je pense que tu as compris où je voulais en venir. Il existe un point de difficulté de l'exercice au-delà duquel tu ne vas pas récupérer suffisamment vite pour être en capacité de continuer l'exercice indéfiniment. Ce point dépend d'énormément de paramètres. Il est spécifique à l'exercice, aux muscles impliqués, à ta capacité cardio-respiratoire, etc. Mais il existe. Ainsi, 2 personnes qui font le même exercice, au même poids de corps, avec les mêmes segments, etc., auront de fortes chances d'avoir des points de rupture quand même différents. Peut-être que pour Eric Flagg, faire une série de 20 pompes l'emmène 10 répétitions au-dessus de ce seuil. Là où Bazinga, ce serait plutôt 2 répétitions. Ainsi, à chaque fois qu'il se repose entre les séries, Eric doit récupérer de 10 répétitions, épuisant ses réserves d'énergie de plus en plus, donc devant prendre des temps de repos de plus en plus longs. Là où Bazinga, lui, aura probablement largement le temps de récupérer entre ses séries. Cette batterie personnelle dans laquelle on va taper
Ça s'appelle le W'. Enfin, en tout cas, c'est comme ça qu'elle est nommée dans l'article de vulgarisation d'Evan Peikon, si je l'ai bien compris. C'est assez fascinant parce que c'est comme ça, par exemple, qu'on peut planifier d'épuiser un coureur ou un compétiteur en jouant sur sa capacité W' et en faisant tout un tas de trucs un petit peu spécifiques. Voilà, par exemple, en ayant le chercher un peu plus haut, etc., etc. On peut vraiment le quantifier et ça donne un aspect tactique en fait même à des bêtes entre guillemets courses d'endurance. Parmi les critères qui font évoluer ton seuil vers le positif, on pourrait citer par exemple avoir une meilleure force, ce qui te permet d'avoir une certaine économie d'énergie, mais aussi un cardio plus éprouvé, l'habitude de faire l'exercice, etc. Et c'est ce qui fait qu'en fin de compte, Eric Flagg avait genre fait 650 pompes en 1 heure, là où Bazinga avait bouclé les 1000 en moins de 40 minutes. Bon, et si maintenant on épuisait son W' à chaque série ou presque, ça donnerait quoi ? Eh ben c'est ce que j'ai voulu voir. Dans le monde de la musculation, on connaît bien l'échec scolaire. Musculaire, pardon, où avais-je la tête? C'est ne plus pouvoir réaliser une seule répétition. Tu pousses, mais ça monte pas. Ça, c'est avoir cramé ton W' pour le mouvement. On sait qu'une série à l'échec, ça apporte proportionnellement beaucoup plus de dommages musculaires. Et c'est bien plus dur d'en récupérer que même si on s'arrête 2 ou 3 reps avant. J'espère que tu l'auras maintenant deviné. J'avais prévu de me mettre une maxi race sur les tractions et en comparaison d'être beaucoup plus tranquille sur les pompes. Ça n'a pas manqué, j'ai dû me délester de façon conséquente au fur et à mesure de l'épreuve. N'ayons pas peur des mots, j'ai galéré comme un rat, en m'aidant comme je le pouvais. Là où pour les pompes, tout est plutôt bien allé, du début à la fin, même si ma forme s'est un peu dégradée, je crois. Non seulement j'ai réussi à tirer beaucoup moins en termes de force, mais aussi à l'heure où j'écris ces lignes, j'ai toujours des courbatures dans les dorsaux. Là où les pecs et les triceps, c'est parti depuis au moins 2 jours. Tu veux que je te fasse peur ? Non, pardon, pas aussi peur. Il y a une étude qui a montré qu'avec un entraînement ultra brutal, on parle de 5 séries de 10 uniquement en excentrique à 110% de la répétition maximale. Pour que tu puisses t'en faire une idée, la répétition maximale, c'est ce que tu peux soulever en une seule répétition. Voilà, donc la charge que tu peux soulever juste pour une répétition échec musculaire. Là, ils ont pris 10% de plus et ils leur ont fait travailler 5 séries de 10, d'accord, de 10 répétitions en excentrique. Donc cette étude a montré que les sujets, après cet entraînement, ont carrément perdu en muscles et que 8 semaines plus tard, ils n'avaient toujours pas retrouvé leurs muscles. Rest in peace les biceps. Ouais, je sais, ça fait particulièrement mal à ceux qui pensent encore que l'hypertrophie est générée par les dommages musculaires et qu'il faut s'en faire absolument. N'oublie pas que l'hypertrophie n'est pas causée par les dommages musculaires. Si c'était le cas, on obtiendrait de l'hypertrophie par microlacération et compression des fibres, mais ça n'est pas ce qu'on trouve dans les études scientifiques. Le principal facteur est plutôt la tension mécanique qui cause aussi des dommages, c'est pour ça qu'on peut confondre tension mécanique qu'on obtient en soulevant des charges de n'importe quel poids si on va assez proche de l'échec musculaire. Et si tu veux en savoir plus, va voir cette publication. Donc c'est peut-être pas la meilleure chose du monde que de forcer le no pain, no gain à tout prix. D'autant que là, j'ai tellement mal que ça m'empêche de m'entraîner les dorsaux correctement. Et donc, fatalement, ça limite ma progression. Si tu dois faire ce genre de défi, je te conseille du coup de pas trop te la jouer idiot du village de ce côté. À quoi ça sert de faire ça, hormis les vues? Commençons par les effets que ça n'a pas. Est-ce que ça peut t'apprendre à mieux réaliser un mouvement? Probablement pas. Tu enchaînes tellement de répétitions dans un état fatigué que tu risques même au pire d'être perturbé en apprentissage moteur. Surtout si c'est un exo que tu ne sais pas bien faire. Ouais, moi je suis pas un grand partisan des séries de 100. Est-ce que ça te fera augmenter ton endurance musculaire? Oui, mais au prix d'un sacré paquet de récup. Disons que ça pourrait être carrément mieux travaillé. Peut-on dire que ça fait bosser le cardio? Franchement, ça doit même pas être l'équivalent d'un petit footing. Ce qui se comprend, si tu te fatigues en termes de cardio, ça va être encore plus difficile d'enchaîner les reps. Ça aide à être plus rapide peut-être? Non.
c'est certainement l'inverse. Plus tu bosses tes muscles, plus tu vas avoir une conversion de tes fibres 2, dites rapides, en fibres lentes, dites de type 1. Maintenant, je vais tenter de te dire tout ce que ça peut t'apporter. Premièrement, même si je crache un peu dessus depuis le début de la vidéo, les défis sportifs, ça a un sens. Il est fascinant de constater que chez les athlètes de haut niveau, que ce soit en endurance ou en force, de façon un petit peu d'ailleurs différente pour les deux, ça augmente la tolérance à la douleur. Ou plutôt, si on veut être très rigoureux, parce que corrélation n'est pas causalité, chez les athlètes, on retrouve des seuils de tolérance à la douleur qui sont un petit peu plus hauts. Ainsi, on peut subodorer que faire quelque chose de particulièrement difficile, ça peut augmenter ta résistance mentale. C'est un peu le principe des Kangeko, par exemple, à savoir les stages d'arts martiaux japonais dans un froid atroce. Et tu as aussi l'inverse, mais j'ai oublié le nom, pour tout ce qui est chaleur extrême. Pour anecdote, je pense que je me souviendrai toute ma vie de ma première démonstration de kendo. Nous étions sur la place des terreaux à Lyon, sur une magnifique estrade en bois. Le kendo se pratiquant pieds nus, nous y sommes allés dans ce simple appareil. Léger détail qui a son importance tout de même, c'était en hiver et il neigeait. J'avais 14 ans, et je peux te dire que ça forge, et même si ce n'était qu'une grosse demi-heure, encore une fois, je m'en souviendrai très longtemps. D'ailleurs, on peut aussi poursuivre dans ce sens. Je trouve ça un peu ridicule de devoir se challenger en vidéo à faire ce genre de choses si c'est uniquement avec ce type d'objectif. Et je pense que c'est là qu'on reconnaît ceux chez les youtubeurs qui ont fait ou non du sport de haut niveau. J'ai l'impression que certains veulent mettre ce type de session sur un piédestal comme si c'était une épreuve. Pour ma part, de mes 13 à mes 20 ans, tous les week-ends, ou presque, j'allais en stage. Parfois même en stage nationaux, équipe de France. C'était au bas mot, dans le week-end, 10 heures d'entraînement intensif. T'en ressortais, t'étais une courbature humaine. Quand je suis allé au Japon, j'ai participé à des gashuku. Là, c'était 5 heures d'entraînement par jour, parfois pendant une dizaine de jours, parfois pendant une semaine. Et je rajoutais bien sûr de la muscu 2 fois par semaine en prime de mon côté. Et encore, je suis très loin d'être ou d'avoir été un sportif professionnel. Attention, je dis pas ça pour rabaisser qui que ce soit. Tout le monde a le droit d'être un type qui se la raconte sur les réseaux sans même avoir ne serait-ce que jamais une seule fois remporté quelque chose au niveau sportif ou avoir pris les couilles et le temps de passer un diplôme qualifiant. Pas bientôt fini de tout le temps rabaisser les gens comme ça avec ton air hautain? Oula, Jean Damoiseau, je subodore qu'il y ait fourvoiement. La mire de mon discours s'aligne sur la méprisable sous-caste des vipères de la manipulation réseau socialesque, qui sans vergogne surabusent de malice, tromperie et vilipendage à foison. Je te disais simplement que j'ai absolument rien contre les personnes qui font du fitness et sont fiers de leurs exploits. Je vise plutôt les influenceurs muscu qui dénigrent en permanence les autres, et sont pourtant infoutus de faire un résultat sportif ou de s'investir même simplement dans un parcours académique alors qu'ils en auraient les moyens. Bref, bien sûr que n'importe quel effort peut constituer un challenge. Qui suis-je pour dénigrer ceux qui veulent s'y mettre? Ce que je veux simplement rappeler, c'est que le monde des réseaux sociaux, c'est beaucoup de paraître. L'important, ça n'est pas de faire ou non quelque chose de vraiment difficile, c'est de vous faire rêver. Maintenant, pour revenir au sujet, la seule véritable utilité que je verrai, c'est de faire une phase d'overreaching. On connaît bien sûr le surentraînement et tout le monde a son avis dessus dès qu'il s'agit du fitness. Certains disent qu'il n'existe pas, pourtant je t'assure qu'il est bien documenté dans la littérature scientifique. En gros, c'est simple, c'est quand tu t'entraînes tellement dur que tu n'as pas le temps de récupérer entre différentes sessions. Mais ce qu'on sait aussi, c'est que plus on gagne en niveau, plus on doit mettre une intensité importante dans nos entraînements pour continuer à progresser. Les entraîneurs en sont donc arrivés à l'hypothèse de l'overreaching, une phase de surentraînement passagère planifiée pour induire des progrès. En gros, tu pousses comme un gros bœuf pendant une courte période et ensuite tu te mets en repos quasi total le temps de récupérer. En théorie, tu devrais arriver à forcer ton corps à faire des progrès. Alors ça, c'est bien beau sur le papier, mais en réalité, ça marche pas exactement comme ça. Ou disons plutôt que je n'ai jamais vu un seul papier scientifique étudiant la question confirmant que l'overreaching, ça fonctionne bien comme ça et de façon univoque. Oui, on progresse plus dans ce genre de cas, mais qu'est-ce qui nous dit que c'est pas simplement parce qu'on a laissé le temps aux effets de la fatigue accumulée de se dissiper? Qu'est-ce qui nous dit aussi qu'on n'aurait pas fait les mêmes progrès, voire plus, si on avait continué à s'entraîner classiquement? C'est une belle hypothèse sur le papier, mais dans la réalité des faits, j'ai tendance à penser assez conservativement
que ça n'est pas meilleur qu'un entraînement standard. C'est simple, j'ai remarqué chez mes coachés et même sur moi de façon générale que c'est pile quand je me dis en ce moment je progresse à fond sur tous mes exos, je sais pas ce que j'ai, que bam, je me prends une torgnole du destin et je me blesse la semaine suivante. Et en fait je suis pas le seul clampin à m'être fait la réflexion. Progresser en dehors des gains des débutants a un coût pour ton organisme. Ce que je fais donc, c'est que je planifie des phases de deload proactif. Une période où je sais à l'avance que la personne pour laquelle je planifie va y aller plus mollo. Pas arrêter totalement le sport non plus, hein. Je considère qu'arrêter est plutôt contre-productif qu'autre chose. Ne serait-ce que pour éviter les courbatures de l'enfer quand on reprend. Mais le fait de s'arrêter, de pousser à fond pour une courte période permettrait aussi de resensibiliser nos tissus au stimulus anabolique. Donc, pour revenir une énième fois au sujet de la vidéo, si tu dois faire ce genre de défi, je te recommande de les positionner dans ta planification avant un deload, histoire d'avoir de quoi récupérer derrière, un minimum. Surtout qu'une surcharge brutale comme ça, ça peut avoir plein de conséquences pas cool. Comme par exemple une compromission du système immunitaire. Et franchement, on n'a pas trop envie d'avoir un système immunitaire qui fonctionne mal en ce moment, si tu me suis. Et qu'est-ce que ça donne du coup? Bon, une méga congestion, ça c'est sûr. D'ailleurs, une congestion qui dure, probablement grâce ou à cause des dommages musculaires. L'inflammation a tendance à attirer de l'eau à l'intérieur des muscles pour cause d'osmolarité. Certains spéculent que le gonflement des cellules musculaires, grâce à la tension à l'intérieur de ces dernières qui serait plus importante, pourrait contribuer à générer de l'anabolisme. En effet, on sait que les muscles réagissent majoritairement à la tension qu'on leur applique pour s'hypertrophier. Donc ça n'est pas déconnant. Ceci étant dit, gardons nos distances, c'est une simple hypothèse qui ne s'est pas, à ma connaissance, encore vérifiée sur le terrain. En revanche, si tu as un shooting photo ou que tu dois aller à la place, ça peut être une option envisageable. Peut-être pas celle que je choisirais, car bon, avoir des courbatures du démon juste pour une après-midi canon, je suis pas à ce point en manque de confiance en moi quoi. Est-ce que j'ai gagné en perf ou en vraie muscularité? C'est encore trop tôt pour le dire. En revanche, ce qu'on peut voir grâce à la vidéo du doc sur sa chaîne, qu'il a fait avec 2-3 amis où il faisait l'entraînement de 8 heures pour les bras, où il faisait un petit peu finalement quelque chose qui ressemblait à ce que j'ai fait là, c'est-à-dire plein de séries à l'échec. Donc du coup que un de ses potes, il a presque perdu, voire il a perdu les bras, que lui et son autre pote, ils ont gagné, et ils ont gagné genre un bon centimètre de ce que je me souviens. Ceci étant dit, n'oublions pas que ces mesures peuvent être dues à des fluctuations qui n'ont rien à voir avec l'expérience en question. C'est le souci quand on n'a pas un protocole très calibré, très bien mesuré, c'est qu'on peut pas souvent en dire grand chose. Que faut-il faire pour récupérer au mieux? Moi je te conseille simplement de faire du cardio d'intensité faible sur les parties ciblées, type du Beat Saber, marcher à 4 pattes ou faire des épaulés jetés à la kettlebell. Bref, des choses qui font un peu bouger tes muscles, un peu travailler ton cardio sans pour autant te flinguer. Finalement, juste histoire de faire un peu circuler le sang. Je dis pas que ce sera miraculeux, mais je pense que ça peut être mieux que rien. À condition de ne pas avoir des maxi courbatures horribles qui font que tu ne peux pas bouger les bras. L'important sera aussi de bien sûr avoir une alimentation équilibrée avec assez de glucides, lipides, protéines et micronutriments. Dois-je aussi préciser qu'il faut bien dormir, même s'il y a des chances que ton sommeil soit perturbé les premiers jours après ça. Regarde, ça c'est l'indicateur de ma montre connectée qui se fonde sur la variabilité de fréquence cardiaque. Elle descend aussi bas seulement quand j'ai kendo de 20 à 22 heures. En définitive donc, que faut-il retenir de ce type de challenge? En vrai, fais-le si c'est pour le kiff, mais retiens que ça a peu de chances de t'apporter du bon. Si tu veux te challenger vraiment, autant essayer un truc un peu plus productif, non? Genre faire du clean walking dans le froid. T'inquiète pas, il y a toujours assez de détritus à ramasser. Et pour une fois, je ne parle pas d'autres influenceurs muscu. J'espère néanmoins que tu as kiffé la vidéo. J'ai profité de l'occasion pour te glisser un peu de science comme ça, petit filou que je suis. T'aimerais voir ce genre de défi science un peu plus souvent? Dis-le moi et peut-être qu'avant mon prochain deload, je testerai un autre truc un peu à la con comme ça. Parce qu'après tout, autant que je me sacrifie pour vous éviter de faire pareil à votre propre corps. D'après les gens de la communauté de la muscu, j'ai rien à perdre de toute façon avec mon physique qui est déjà éclaté. Allez, plus sérieusement, si tu veux me soutenir, n'hésite pas à liker, partager, commenter, t'abonner, ça me ferait immensément plaisir. T'as aussi mon Utip, mon Tipeee, tout ça.
Surtout peut-être les revues informelles d'études, hein, voilà, enfin la souscription à l'espace membre qu'on a avec le bouton soutenir, je crois, ou rejoindre, ou je sais plus. Enfin bon, bref, ça te coûte 2 € par mois. Tu as une myriade de vidéos déjà disponibles, si ce n'est pas plus de 400 à l'heure où je dis ça, 300, 400, je sais pas trop. Enfin bon, on est dans un truc un peu balèze quand même. Et moi, ça m'aide, hein, voilà, s'il y a des gens qui peuvent me donner, et en plus, je peux leur donner une petite contrepartie toutes les semaines avec 6 ou 7 vidéos supplémentaires. Mentalement, moralement, déontologiquement, je me sens mieux. Sinon, tu as les posters anatomiques que je fais, les formations que je vends. J'essaye de faire ça à vraiment un prix qui défie toute concurrence, et même parfois du coup ça me dessert parce que les gens pensent que ça n'est pas de qualité. Or bon, j'y passe quand même du temps. Et sur ce, prends soin de toi et on se retrouve pour une prochaine vidéo. La plupart des influenceurs muscu font ces vidéos pour pas se prendre la tête. Est-ce que moi j'arrive à pas me prendre la tête ?